Donc, au sein de ce groupe du service public France Télévisions, auquel appartient France 2, un homme est chargé d'imaginer l'avenir pour y faire mieux face. Cet homme, c'est le directeur de l'innovation et de la prospective, M. Éric Scherer, que nous remercions donc de s'être déplacé jusqu'ici. Merci, monsieur. Alors, je vous le présente rapidement. Il est ancien collaborateur de l'AFP et de Reuters, correspondant au Japon, directeur régional en Amérique du Nord, président de filiale à Londres, professeur en nouveaux médias. Il publie chaque semestre un cahier de tendances médias. Administrateur du Centre de formation des journalistes à Paris et de l'École de journalistes d'Aix-Marseille, il co-dirige un séminaire de recherche au Collège des Bernardins sur le thème « Journalisme, bien commun et bien commun à l'heure des algorithmes ». Il est l'auteur d'un glossaire de la révolution numérique chez Dalloz, ce qui prouve bien qu'il y a un nouveau langage à apprendre aujourd'hui. Et Éric Scherer a publié aussi un essai aux presses universitaires de France. A-t-on encore besoin des journalistes? Manifeste pour un journalisme augmenté, à l'heure où, comme vous le savez, tout est augmenté. Alors, Monsieur Scherer, la question de la première partie du titre est assez inquiétante. Y a-t-il lieu d'être vraiment pessimiste dans cette affaire? Écoutez, merci d'abord de m'accorder cette prise de parole chez vous ici à Montpellier. Je suis aussi heureux de terminer la journée et je suis content que vous ayez accordé pratiquement la dernière parole à un techno-BA, pour le coup. Étienne a raison. Et ceux qui l'ont précédé également, je crois que jamais le monde n'a eu autant besoin aujourd'hui d'un vrai journalisme. Je crois qu'on partage tout ce point de vue-là. J'ai eu la chance effectivement de travailler au Japon pendant 5 ans, de travailler aux États-Unis pendant 7 ans et j'ai vu d'une part la montée de la high-tech asiatique, puis l'arrivée de l'Internet et du numérique aux États-Unis. Et un peu comme un comploteur surexcité, je suis revenu en France essayer de raconter, de partager et de donner du sens à ce qui est en train de se passer, et ce qui est en train de nous arriver à nous, les médias et les journalistes. Alors, je voudrais donner un petit peu le cadre ou partager avec vous ma vision du cadre général. Cette révolution numérique, finalement, c'est une révolution marxiste qui a fonctionné, probablement la seule. Pour résumer, la révolution numérique, c'est une prise de contrôle de nos moyens de production, de nos moyens de diffusion, par ceux qui en étaient privés jusqu'alors. C'est la définition d'une révolution marxiste par les autorités compétentes. Le public est devenu, effectivement, Étienne l'a évoqué, et les personnes qui ont parlé avant également, le public est d'une certaine manière devenu un média. Chacun d'entre nous est devenu un média. Ça pose toute une série de problèmes, et ça pose une série de problèmes sur les missions du journalisme. Je voudrais d'abord vous parler un petit peu du cadre général de cette révolution numérique et puis ensuite dégager peut-être 2-3 pistes d'avenir pour les journalistes. Les 4 grandes missions du journaliste, vous les connaissez, c'est d'abord la collecte, c'est la collecte de l'information, des faits, c'est l'enquête et l'investigation, c'est l'analyse et le commentaire, et puis c'est un dernier point qui est la vérification, la mise en perspective et l'explication de l'événement. 4 missions, dont 3 désormais ont soit disparu, quasiment disparu, ou sont soit partagées avec le reste de la société. 1, la collecte, Étienne l'a montré. Cette collecte est désormais partagée avec les millions de téléphones portables qui sont dans la nature et qu'aucune rédaction ne peut aujourd'hui concurrencer. Je refuse de parler de journalisme citoyen. Il n'y a pas plus de journalisme citoyen qu'il y a de dentistes citoyens ou de pilotes de ligne citoyens.
Il y a des experts, des professionnels, et j'en dirai un mot tout à l'heure. Mais cette collecte, elle est partagée. La seconde mission, celle de l'enquête, la partie noble, l'investigation du journaliste est en train de s'effondrer, de disparaître tout simplement parce qu'il n'y a plus de ressources financières pour la financer. Et notre fonction d'essayer de porter la plume dans la plaie, ou en tout cas d'essayer de démasquer des choses qu'on nous aurait cachées, est en train malheureusement de diminuer à très très grande vitesse. La troisième fonction, celle de l'expertise, de l'analyse et du commentaire, là aussi elle est partagée. Étienne l'a évoqué également par des experts qui sont bien plus experts que nous, bien plus experts que les journalistes dans chacune des rubriques, et ces experts ont pris la parole, qui dans un blog, qui dans une chaîne YouTube ou dans un compte Facebook, il est facile d'aller consulter. Il me semble qu'il reste une seule fonction absolument fondamentale qu'on ne peut copier aujourd'hui, qui est difficile à copier, celle du journaliste professionnel qu'Étienne là aussi a dessiné devant vous, c'est celle du journalisme qui vérifie, qui trie, qui réduit le bruit d'Internet, qui met en perspective, qui décrypte, qui explique le monde, et si possible, qui le fait rapidement. C'est, je pense, la mission nouvelle, c'est la valeur ajoutée aujourd'hui du journaliste professionnel. Dans une révolution numérique qui a à peu près les mêmes caractéristiques, que ce soit pour la musique, que ce soit pour les transports, que ce soit pour la santé ou l'éducation. Je voudrais les passer rapidement en revue, ces paramètres, qui sont désormais des invariants de cette révolution numérique. La première, c'est l'explosion de l'offre. On est dans une fin des monopoles de la production et de la diffusion, ici, d'informations et de nouvelles. C'est l'effondrement des barrières à l'entrée. Il n'y a aucune difficulté à devenir une chaîne de télévision, un smartphone dans votre poche, vous avez une station de télévision dans votre poche. C'est l'abondance de nouvelles offres bien meilleur marché qui séduisent. C'est la désintermédiation dont vous avez parlé tout à l'heure. Et l'apparition de nouveaux intermédiaires. C'est le recul des revenus traditionnels et l'apparition de nouveaux rapports de force dans notre secteur. La deuxième caractéristique, c'est l'apparition de nouveaux usages. Et ces nouveaux usages sont plus importants que les changements numériques à l'intérieur des médias. C'est le public qui est en train de faire bouger les médias, et non pas l'inverse. C'est la prise de contrôle, la nouvelle prise de contrôle par le public de son expérience et de ses informations qui est en train de nous pousser à nous réinventer. Ce sont de rapides et profonds changements générationnels dans le mode d'accès à cette information, dans le mode d'accès à la culture et au divertissement, qui est désormais consommé à la demande et non plus en mode d'offre ou en mode de push. C'est ensuite le primat de la technologie. Et c'est un primat de la technologie qui est en train de tout emporter. C'est aussi, et c'est pas forcément agréable pour des maisons de culture ou d'information, le primat de l'expérience sur le contenu. Le contenu n'est plus roi. C'est l'accès qui devient le plus important. C'est l'accès à l'information qui domine. C'est la nouvelle expérience autour de ces divertissements, autour de cette culture qui est partagée. Le message, c'est de plus en plus effectivement le médium. Ensuite, cette démocratisation et cette prise de pouvoir du public est absolument fondamentale parce que le public désormais contribue, interagit, programme, coproduit, assemble, commente, recommande, partage. Avant, Étienne était tout seul. C'est lui qui parlait et les autres écoutaient. Ce monde-là a disparu. Cette position du présentateur de journal télévisé, avec ses qualités aujourd'hui et ses défauts, est en train de
de s'estomper au profit d'une conversation, alors avec tous ces excès, avec tous les problèmes qu'on a évoqués tout à l'heure, mais cette prise de pouvoir du public, elle est aujourd'hui consubstantielle de la révolution numérique, parce que c'est dans cette, on l'a évoqué tout à l'heure, cette horizontalité, cette nouvelle horizontalité qui est en train de remplacer la verticalité dans le temps, et un nouveau transfert de pouvoir, on l'a évoqué tout à l'heure, avec la disparition d'un certain nombre d'intermédiaires et de médiateurs dans la société. Autre élément commun à tous les secteurs dans cette révolution numérique, c'est l'atomisation des contenus. On a de moins en moins d'éditorialisation complète. On a de plus en plus, et vous le savez, la possibilité de consommer non pas un journal dans son entièreté, mais un article à la pièce, une vidéo à l'unité, ou une chanson ou un air de musique à l'unité également, et non plus la totalité du 33 tours ou du CD, comme c'était le cas avant. Atomisation des contenus, fragmentation de l'audience qui s'éparpille désormais face à tout un nombre absolument sidérant de médias. Autre chose très commune à l'ensemble de cette révolution, c'est la disparition progressive des supports physiques. C'est ce qu'on appelle la dématérialisation. Disparition des supports physiques avec la disparition du DVD, du CD, du journal imprimé. L'apparition et l'importance, je le disais tout à l'heure, de l'accès au contenu et non plus de la propriété. On n'a plus besoin d'avoir le fichier, on n'a plus besoin de posséder le disque ou le film. Il est possible de le consulter désormais en streaming et en location. Un autre impact très très important, c'est la déflation. C'est une désintégration des modèles économiques aujourd'hui, qui sont non transposables du monde physique et du monde classique au monde numérique. Ce sont des modèles, vous l'avez dit, des modèles d'affaires ou de rechange qui sont introuvables, alors que la demande ne fait que croître. On n'est pas face à une baisse de la demande, Étienne l'a évoqué tout à l'heure. On a une demande de plus en plus forte d'informations vérifiées. Simplement, le modèle économique ne fonctionne pas. Nous sommes face à une course à l'attention, puisque notre journée ne fait bien évidemment que 24 heures, alors que le nombre de sollicitations dans ces 24 heures ne fait que croître. Et puis, une migration et un éparpillement de cette publicité qui est désormais captée par d'autres, vous l'avez dit, souvent à l'étranger. Et donc, des inquiétudes sur le financement de la création et sur le financement de l'information. Les derniers points sont la bataille pour le contact direct avec le public, dont les données sont désormais commercialisées. Dans le numérique, on dit une chose simple: si c'est gratuit, c'est que c'est vous le produit. C'est vous le produit parce que ce sont vos données qui sont échangées, qui sont revendues. Et cette bataille pour le contact direct avec l'utilisateur est en train d'être perdue par les médias traditionnels parce que se sont venus s'intercaler les Facebook et les Google entre le média et le public. Aujourd'hui, le kiosque mondial de l'information, ce n'est plus le kiosque que vous voyez dans la rue, c'est Facebook qui est devenu ce kiosque central qui vient accueillir les informations à l'unité ou les informations des grands médias. Enfin, c'est aussi la certitude de la rapidité du changement qui est en cours. Ce changement est inéluctable, il est extrêmement rapide, il est violent. L'appropriation de ces nouvelles technologies en rupture se fait dans la difficulté. Les processus sont instables, sont complexes, ils sont internationaux, ils ne sont plus nationaux dans des marchés domestiques. Les marques sont devenues globales. Et face à ça, dans les médias et dans les rédactions, on est souvent face à une sidération, parfois une crispation des dirigeants face à la complexité du nouveau paysage. On fait face à des conservatismes, parce et je suis journaliste, donc je me permets aussi de le dire,
Je connais peu de professions qui sont, hélas, aussi conservateurs que le journaliste dans sa manière de travailler. Il y a une inquiétude des personnels qui sont mal armés face à cette révolution. Il y a un problème effectivement générationnel. Il y a parfois une résistance aussi corporative, culturelle au changement, une impuissance des politiques également qui sont dépassés, qui sont souvent tous des digitales tardifs et qui ont du mal à se mettre à ce nouveau monde qui vient. Je pense que dans ce monde, et c'est les quelques pistes que je voudrais évoquer avec vous, dans ce monde de plus en plus technologique, complexe, changeant, chaotique, le futur de l'information passe désormais par des collectifs d'experts réunis autour d'événements, par des nouveaux formats narratifs de plus en plus visuels, parce que c'est effectivement la nouvelle grammaire de notre époque, et peut-être par un design de service. J'utilise à dessein ce mot de design et je le réemploierai. Un design de service et pas seulement de contenu, qui sont plus conformes aux besoins d'une société qui, vous le savez, est en pleine mutation. Je pense que dans cette transition, les journalistes doivent, s'ils veulent continuer d'avoir un impact sur une société de plus en plus défiante, accepter des modifications profondes de leur manière de raconter, de faire comprendre le monde, afin de mieux éclairer les citoyens, voire peut-être de les inspirer. Je pense qu'ils doivent non seulement utiliser mieux et plus les outils numériques et les nouvelles technologies, mais aussi accepter de repenser la manière dont ils conçoivent leur rôle, de partager leur mission, de la montrer, et de collaborer dans des process qui ont fait leurs preuves, notamment dans le monde des startups. Et j'en dirai un mot dans un instant. Pour comprendre le monde qui vient, je pense que le nouveau journalisme passe aussi par l'abandon de postures accablées, d'une culture de l'impuissance, parce qu'il y a des lieux et des élans de résistance et d'enthousiasme dans notre société qui ne sont pas montrés et qui sont pourtant bien présents, qu'on pourrait faire remonter, notamment dans la jeunesse. Mais trop souvent, ces lieux d'enthousiasme et de choses positives ne sont pas montrés et se passent trop souvent à l'insu du plus grand nombre. Je pense qu'aujourd'hui, pour réussir, une rédaction doit mettre au centre les nouvelles technologies et les données. Elle doit avoir un ADN social, Étienne l'a montré, être plus à l'aise avec le temps réel, avec les mobiles, avec ces nouvelles plateformes de distribution. On ne va pas pouvoir faire sans ces plateformes. Aujourd'hui, c'est là où les jeunes vivent, tout simplement. Parce que ces plateformes sont en train de remodeler notre système. Je pense qu'aussi, c'est aussi le travail de la rédaction de faire en sorte d'avoir plus d'audience, et pas seulement celui du marketing. Je pense aussi que si son but, c'est de viser les jeunes qui se détournent de l'information traditionnelle, il est temps d'employer des jeunes, y compris aux responsabilités. C'est au management des médias de porter, de partager aussi cette vision d'innovation. Je crois que le nouveau journaliste, il peut être aussi, en plus de ce que j'ai évoqué tout à l'heure, dans sa fonction essentielle et qui reste incopiable, il doit être aussi un scénariste de l'information, peut-être un designer, c'est un petit peu pompeux, mais un designer narratif de la réalité du monde. Il doit être un producteur d'impact. Il doit être aussi peut-être un chef de projet à l'image des startups. Pourquoi sommes-nous lâchés d'une certaine manière par le public pourtant avide d'informations? Est-ce que c'est peut-être pas nous, journalistes, ou nous, rédactions, qui d'une certaine manière l'avons abandonné? J'ai 3 pistes à vous proposer parmi d'autres pour dessiner un nouvel engagement civique du journaliste. C'est celle d'un journalisme d'abord plus expérientiel, peut-être plus immersif à l'intérieur de l'événement. La deuxième, c'est celle d'un journalisme plus prospectif, peut-être positif, un peu plus positif,
même si beaucoup de gens détestent ce terme à l'intérieur de mon métier. Et puis le troisième, et je serai beaucoup plus court sur le troisième parce que il fait appel au monde des startups, mais c'est un journalisme en mode projet qui n'est plus seul à travailler, mais qui désormais travaille avec d'autres métiers, avec des développeurs, avec des codeurs, avec des graphistes, avec des spécialistes des données, pour lui permettre de faire apparaître aussi des événements ou des tendances. Un mot sur ce premier journalisme, je crois que j'ai encore 10 minutes. Le premier journalisme visuel, expérientiel, peut-être immersif. Vous savez, l'an dernier, le dictionnaire Oxford, en fait, ce dictionnaire donne chaque année son mot de l'année. Celui de cette année, malheureusement, et c'est un énorme problème qu'on a devant nous, celui de cette année, c'est post-truth, post-vérité. Nous ne sommes pas en mesure aujourd'hui nous ne savons pas comment aujourd'hui gérer ce problème des informations fausses et des informations, ce qu'on appelle les informations bidons. C'est un des problèmes les plus importants auxquels on a à faire face. Petite parenthèse, les réseaux sociaux sont à juste titre montrés du doigt, mais en 2003, pendant la guerre de l'Irak, les informations fausses venaient du New York Times et ne venaient pas des réseaux sociaux. Il y a un an, le mot de l'année pour le dictionnaire Oxford, c'était un emoji, un émoticône. Un émoticône, vous savez, c'est cette petite figure que vous voyez apparaître de plus en plus dans vos téléphones ou sur vos emails. Cet emoji ou cet émoticône a été retenu parce qu'il représente le mieux l'esprit, l'humeur et les préoccupations de l'année 2015. Ça a été créé au Japon dans les années 90. Ce sont des petits smileys qui sont utilisés dans des messages de communication. Mais vous voyez bien qu'après la culture de l'écrit, on est dans une culture de l'écran où l'image est devenue le nouveau langage des jeunes via ces messageries, via les applications de smartphones avec des photos, des dessins, des émoticônes, de la vidéo, des gifs, demain des applications de réalité virtuelle. On n'est qu'au début de cette révolution numérique. Elle ne s'est pas arrêtée. Ce n'est pas Facebook, Twitter ne sont pas l'aboutissement de cette révolution numérique. Il y a des progrès encore sidérants qui sont en train de se passer dans la Silicon Valley, mais aussi en Chine et en Russie en ce moment, qui promettent des choses encore plus impressionnantes, y compris dans notre secteur des médias, de la culture, du divertissement, mais aussi de l'information. Les images, de fait, sont de plus en plus au centre du travail des rédactions. Jusqu'ici, j'ai travaillé à l'AFP et longtemps, on faisait appel au département photo, vidéo, graphique pour illustrer un article. Aujourd'hui, c'est l'inverse. Les histoires se structurent autour de l'image. Et c'est quelque chose de très nouveau, de très important comme virage. Je vous rappelle, du temps d'Étienne et du mien, le chemin de l'information que vous connaissiez tous. On apprenait en général, et à 90% du temps, une information par la radio. On la regardait le soir au journal télévisé et on attendait le lendemain matin pour avoir une analyse un peu plus fouillée, plus experte dans le journal en papier. Ce chemin de l'information, radio, télévision, journal papier, évidemment, vous l'avez dit tout à l'heure, a complètement changé. Vous apprenez l'information désormais par une notification sur votre smartphone et vous regardez les premières images sur un réseau social. C'est cette modification auquel doit faire face, ces nouveaux usages auxquels doivent faire face désormais la rédaction. De plus en plus dans les rédactions, je pense au Guardian, au New York Times, qui deviennent des médias d'images animées, des médias de vidéos. On nous dit, et je parle des directeurs de rédaction, il faut penser visuel dès le début du travail. On a donc des patrons de journaux qui sont en train de nous annoncer que pour eux, l'article va être moins important peut-être
que la manière dont ils vont présenter ou mettre en scène l'image. D'ailleurs, la plupart des gros investissements récents dans les médias d'information privilégient actuellement toujours ceux qui mettent en avant des contenus visuels. C'est le cas aux États-Unis pour tous les gros investissements qui se sont passés ou tous les rachats. Les radios elles-mêmes, vous le savez, vous le voyez de plus en plus, les radios deviennent quasiment des chaînes de télévision. Ils sont en train de filmer leur studio. Aux États-Unis, dans la chaîne publique de radio, chez NPR, l'accent est mis désormais sur le visuel. C'est quand même pas banal pour une radio qui utilise de plus en plus des photos, de la vidéo, des diaporamas sonorisés pour raconter le monde. C'est une des évolutions assez spectaculaires de notre époque. Pourquoi ? Parce que le temps est compté et que l'écran est souvent petit et qu'il faut faire court. C'est pas forcément bien, mais c'est la réalité. Et si on arrive à proposer dans ces visuels, dans ces nouveaux formats qui sont souvent plus courts, une information qui est vérifiée, qui fait du sens, qui explique le monde, je pense qu'on pourra garder une pertinence dans ce monde où à la fois l'information devient abondante, mais je vous l'ai dit, l'attention devient la ressource la plus rare. Alors cette nouvelle syntaxe, elle correspond évidemment à des nouvelles manières de regarder, même si les cartes ont toujours été des outils puissants de persuasion. On a effectivement de plus en plus de plateformes multimédia très très visuelles et les chaînes de télévision sont en train effectivement de travailler sur des formats assez nouveaux, vous l'avez vu dans certains formats de la nouvelle chaîne d'infos de France Télévisions. Je voudrais prendre les quelques minutes qui me restent pour évoquer le deuxième des 3 points, ce que j'appelle le journalisme prospectif. Je pense qu'un journalisme prospectif, il doit éclairer, il doit aider à comprendre le monde qui vient, à se préparer aujourd'hui, évidemment, à demain. C'est un journalisme qui doit être plus tourné vers l'avenir, au profit d'une société qui est embarquée dans une mutation complexe. Je pense qu'il doit évidemment rester critique, et tenter par tous les moyens de montrer les choses que d'autres veulent cacher, même si ce n'est pas facile. Mais je crois qu'il peut aussi se différencier d'un journalisme qui apparaît trop souvent négatif. Tout en restant juste, en restant pertinent, en restant utile, alors que la confiance du public est aujourd'hui en train de partir. Je pense, et c'est Carl Bernstein, le fameux reporter du Watergate au Washington Post, qui le disait, le journalisme est la meilleure version disponible de la vérité. Si le journalisme est la meilleure version disponible de la vérité, je crois que nous devons revoir nos pratiques, parce que si le public nous tourne le dos, c'est qu'il juge que nous ne donnons plus une représentation exacte du monde. Je pense que notre responsabilité, notre valeur ajoutée peuvent être plus ambitieuses que de donner seulement les mauvaises nouvelles. Certes, on ne va pas donner les trains qui arrivent à l'heure, ni de prôner je ne sais quel journalisme positif qui donnerait seulement les bonnes nouvelles, effectivement. C'est ce qu'on appelle les happy news ou les nice stories ou les feel-good stories. Non, je pense que c'est un complément qu'il serait intéressant de traiter. Si on grossit le trait, sur papier, depuis 150 ans, les journaux ont donné l'information de la veille. Les télévisions en continu donnent depuis 30 ans l'info du jour. Internet, Étienne l'a montré, donne les infos de l'immédiat. Il est peut-être temps de se projeter davantage, d'essayer d'anticiper sur l'avenir, parce que le monde de demain est déjà là, et notre perception de ce monde-là reste malheureusement celle d'aujourd'hui. Le journalisme prospectif, ça peut être un journalisme constructif, ça peut être un journalisme d'impact, ça peut être un journalisme aussi de solution. Il me reste... Non, c'est pas vous, pardon. Je pense que c'est aussi un journalisme de questionnement, mais aussi d'inspiration. Vous savez, le journalisme s'est toujours intéressé aux fameux 5 W, c'est-à-dire le who, what, where, when and why.
on pourrait peut-être s'intéresser de plus en plus au « so what » et « now what ». C'est-à-dire, qu'est-ce qui va se passer derrière? Qu'est-ce qui risque de se passer? D'essayer d'anticiper un tout petit peu plus. Et ça sera peut-être un journalisme placé sous le signe du service, pour essayer de reconstruire, pour participer, pour co-créer. Je pense que cet impact dont tous les jeunes journalistes rêvent quand ils entrent dans le métier peut passer par une information un peu plus constructive. L'information, elle a trop souvent surfé sur notre mécanisme d'autodéfense qui voit notre cerveau programmé pour réagir davantage à ce qui nous met en danger plutôt qu'à ce qui peut nous réjouir. Mais pour s'adapter à une société qui est en pleine mutation, pour s'adapter à un monde très complexe, ce monde qui vient, le public a besoin de savoir deux choses. Ce qui ne va pas, et peut-être comment on peut l'améliorer. Ce sont un peu les deux faces de la médaille, et la vie, en fait, dans son entièreté. Aux journalistes, alors, de couvrir non seulement les risques, mais aussi les opportunités, non seulement les problèmes, mais aussi les solutions, et peut-être des éléments de réponse, ceux dont a justement besoin la société. Dans ce cas-là, sa mission, c'est aussi de guider, d'éclairer, de réduire le brouhaha d'Internet, on l'a dit, et puis d'aider à distinguer le signal dans le bruit. Voilà, c'est un petit peu ce que je voulais vous partager avec vous. J'ai d'autres exemples, et puis le troisième point que je ne vais pas développer avec vous faute de temps, mais je pense qu'il faut avoir un journalisme de valeur ajoutée, un journalisme facilitateur dans cette société, plutôt qu'un journalisme négatif, parce que c'est un journaliste qui rejette le cynisme, en tout cas, qui est trop présent dans la société, mais aussi dans les rédactions. Merci. Je vous remercie infiniment pour votre exposé qui conclut brillamment de très belles prestations de tous ceux qui ont participé à cette journée. Moi, personnellement, j'ai appris beaucoup de choses. Je crois qu'on peut être partagé entre l'espoir d'une rénovation un petit peu de l'information dans une perspective démocratique, même s'il y a des doutes, et la tristesse de voir que les journaux auxquels nous sommes habitués sont certainement largement menacés.